On observe maintenant un glacier au sud de la Patagonie en Argentine. Dans quelques instants, une partie de ce glacier va se décoller et se détacher. C'est la fonte des glaciers, ce qui est un signe très grave pour l'environnement. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Même si c'est grave, cette fonte aura sûrement un impact sur le milieu lui-même. Par les vidéos précédentes, on a étudié les conditions de l'érosion des grains et de leur transport. Mais il faut se poser cette question. Si on a deux types de sédiments ayant subi les mêmes conditions d'érosion de transport, mais ils vont se déposer dans deux milieux différents, aurons-nous le même résultat? La planète Terre est une planète qui a une multitude de milieux de sédimentation qui ont des caractéristiques qui leur sont propres. Donc, il nous faut étudier ces milieux et leurs propriétés dans une continuité pour éclaircir les conditions de sédimentation et même les conditions de la formation des roches sédimentaires. Dans cette série de vidéos qui se présentera sous forme de playlist, nous allons non exhaustivement mentionner certains milieux sédimentaires et leurs caractéristiques dans le cadre de la première leçon, tracer une carte paléogéographique. Commençons par le commencement. Nous sommes encore dans notre démarche rétrospective, mais pas rétrograde, d'assimilation de preuves et de données dans les milieux qui indiquent l'un des 4 processus liés au cycle sédimentaire. Donc, on a vu auparavant l'érosion, décollement des roches, transport, déplacement des grains. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la sédimentation, ou plus précisément, les milieux de sédimentation. Il y a les paramètres qui affectent un milieu de dépôt. Il y a les paramètres climatiques, il y a les paramètres aussi chimiques, c'est-à-dire les réactions chimiques qui peuvent altérer les roches, physiques, mais aussi biologiques, c'est-à-dire les êtres vivants qui affectent le milieu. Ce qui a pour conséquence que chaque milieu a des conditions de sédimentation uniques. Commençons par les milieux continentaux. Les milieux continentaux, on va mentionner 4. Les milieux alluviaux ou fluviatiles, lacustres, les glaciers et les déserts. Quelles sont les caractéristiques de ces milieux continentaux en général? Quand vous observez maintenant les milieux marins, et c'est évident, il y a une prévalence d'un seul agent d'érosion et de transport et de sédimentation, l'eau. Mais cela peut varier selon la profondeur de l'eau et la nature des grains de la roche. Contrairement à ça, les milieux continentaux sont très diversifiés au point de vue climatique et biologique. Donc, on aura par conséquence une diversité des agents de transport, d'érosion et de sédimentation. Parfois même, on aura un agent de transport qui est différent de l'agent de l'érosion ou de sédimentation. Il ne faut pas aussi oublier les processus d'altération chimique des roches qui varient selon les milieux et les conditions climatiques, ainsi que la typologie des êtres vivants. Donc, on peut résumer les caractéristiques des milieux continentaux en simplifiant sur 3 points. Il y a diversité des agents intervenant dans les processus sédimentaires, mais aussi il y a la prévalence de l'érosion et du transport sur le dépôt par la diversité des agents climatiques, mais chaque milieu a un agent d'érosion qui lui est propre, c'est-à-dire des figures sédimentaires qui sont très caractéristiques. Commençons par le milieu alluvial ou fluviatile. Un fleuve, c'est un cours d'eau très étendu, dont la longueur peut varier
de quelques kilomètres à des milliers de kilomètres. Il se distingue par deux limites, l'amont, qui est près de la source, et l'aval, qui subit les influences maritimes. Donc on a un milieu qui parcourt plusieurs autres milieux, qui est diversifié et qui peut subir des influences climatiques. Mais en même temps, l'agent principal de l'érosion, du transport et de la sédimentation reste l'eau. Ainsi, l'eau, c'est elle qui façonne les roches dans la rivière. Et c'est elle qui donnera des figures sédimentaires caractéristiques. L'une des figures sédimentaires les plus en vue, c'est le granoclassement horizontal. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que au fur et à mesure que l'eau érode et transporte en même temps une roche, sa taille diminue. C'est-à-dire on a de l'amont vers l'aval un granoclassement décroissant, c'est-à-dire la taille des roches diminue progressivement. Comment peut-on déduire ça dans un milieu ancien? En observant ce qu'on appelle le litage oblique, qui indique un granoclassement horizontal. Mais il y a d'autres figures aussi. Il y a les terrasses fluviatiles, c'est-à-dire comment se forment les roches sur le bord des fleuves. On a les terrasses fluviatiles emboîtées et étagées. Lors du cas des terrasses fluviatiles emboîtées, on a la prévalence de la sédimentation, c'est-à-dire que le courant de la rivière est très faible, il dépose à fur et à mesure des sédiments. Mais à l'inverse, lors du cas des terrasses fluviatiles étagées, on a le courant d'eau est très fort qu'il érode progressivement le bord du fleuve et il devient sous forme d'étage ou d'escabeau. Le milieu fluviatile est un milieu unique en son genre, puisque les figures sédimentaires peuvent varier de l'amont vers l'aval et il subit différentes modifications selon l'intensité du courant. C'est ce qu'on verra dans la vidéo consacrée au milieu intermédiaire, où il subit des influences continentaux et maritimes en même temps. Bien, on va voir les milieux lacustres, c'est-à-dire les lacs. Un lac, c'est une étendue d'eau confinée dans le continent. Il peut y avoir plusieurs sources de cette masse d'eau, soit par la fonte des glaciers qui lui sont adjacents, qui lui sont proches, soit par précipitation ou par ruissellement des cours d'eau. L'important pour notre leçon, c'est qu'il y a absence de courant de transport et d'érosion. Mais on observe un granoclassement qui leur est unique. Ceci est dû à une forte activité biologique, puisqu'on observe un granoclassement comme tel, les éléments fins sur les bords du lac et les éléments grossiers au centre, au fond du lac. Il y a aussi des formations rocheuses caractéristiques, comme la tourbe, le limon et l'argile, comme vous le voyez. Ainsi, le milieu lacustre est unique et reconnaissable. Le granoclassement unique est dû au fait que les éboulements de terre et les avalanches peuvent provoquer un transport massif de grains grossiers qui vont directement au centre du lac de par leur poids, donc sous l'effet de gravité, tandis que les grains infiniment classés sont dus au ruissellement et processus d'infiltration dans la nappe phréatique. Mais le principal agent ici, c'est l'activité biologique dont dépend l'écosystème lacustre. Ainsi, si on observe dans un milieu ancien ou un paléo-environnement un granoclassement sous forme de cercle ou de pseudo-cercle concentrique avec des éléments fins sur le bord et des éléments grossiers sur le centre, on peut corréler ce milieu à un ancien lac qui s'est asséché. Maintenant, passons aux glaciers. Les glaciers, ce sont des masses de glace superposées sur les sommets des montagnes ou dans des crevasses. L'entassement successif des neiges provoque l'expulsion de l'air, ce qui cimente les glaces entre elles. Cela n'empêche pas qu'il y ait une fonte de glace au fond de ces glaciers, ce qui facilite le processus d'avalanche et de glissement
de certains pans tout entiers des glaciers sur les montagnes et les plaines avoisinantes. Donc on a le principal agent ici de l'érosion, c'est la mécanique, c'est-à-dire la gravité et le frottement mécanique des glaciers sur les roches. Ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, c'est que cela provoque des fêlures, des cassures, mais aussi des éléments non classifiés quasiment. Ainsi, il y a deux figures spécifiques aux glaces. Ce sont les moraines, comme des éboulis. Il y a différents types de moraines. Donc les grains sont grossiers et mal classés. Il faut spécifier que les glaciers subissent l'impact de l'action climatique plus que tout autre milieu et sont considérés comme une alarme pour les changements climatiques. Mais il faut savoir que la fonte des glaces est un processus naturel. Seulement, il est accéléré par l'effet du réchauffement climatique. Donc, on a une érosion mécanique, l'action climatique, des grains mal classés et aussi des figures caractéristiques comme les moraines. Passons maintenant au système désertique, c'est-à-dire les déserts. Ce sont généralement des milieux où la topographie reste assez faible et l'activité biologique est très restreinte. Ceci parce qu'il y a de grands écarts de température entre le jour et la nuit. Donc, il y a absence de végétation qui protège les roches de l'action de l'érosion. Le principal agent d'érosion et de transport et de dépôt, c'est le vent. Mais il ne faut pas omettre l'action des écarts de température qui travaillent les roches de façon rude. Le système ou la structure de sédimentation principale dans les déserts reste les dunes. Dans l'étude spécifique, nous indique les conditions qui règnent dans ce milieu. Ainsi, on a vu précédemment dans les autres vidéos concernant la leçon que les grains romains caractérisent ce milieu, mais aussi il y a un granoclassement très fin, une courbe sinusoïdale et des dunes. Donc, en observant la dune, on observe deux côtés, l'amont et l'aval de la dune. Cela nous permet de déduire le sens du vent, mais aussi le processus sédimentaire. Donc, l'étude des dunes qui se sont solidifiées nous indique les conditions qui peuvent régner dans un ancien désert. Ainsi, on termine cette vidéo non exhaustive des milieux continentaux. On passera dans la prochaine vidéo directement dans la playlist les caractéristiques des milieux maritimes. Je vous signale qu'il y aura, je crois, 4 ou 5 vidéos concernant ce chapitre de la leçon. Au revoir. Afin de déterminer les conditions de sédimentation dans des temps anciens. Mais ceci sera une autre histoire pour un autre épisode. Aujourd'hui, l'épisode se termine. Je vous remercie chaleureusement pour votre soutien. La précédente vidéo a déjà dépassé les 1000 vues. Au fait de certaines conditions exceptionnelles, surtout conditions de santé, j'ai pas pu filmer les vidéos dans le temps imparti. Mais je vous remercie chaleureusement pour votre soutien. Comme d'habitude, si vous avez certaines remarques, n'hésitez pas à me les envoyer par mail ou dans l'espace commentaire. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et bonne continuation.